Technovision, présenté par INCA Québec. Donc, je me présente, Tommy Théberge, chef de service à l'Institut Nazareth et Libraire, chef de service des aides techniques et chef de l'adaptation de l'information médias substituts. M'accompagne Marc Saint-Onge, qui est chargé de production au service de l'adaptation. Donc, c'est la personne qui est responsable, en fait, du suivi de la bonne conduite des activités, des suivis auprès de nos clients pour que nos livrables, évidemment, soient livrés dans les temps, dans les délais et de qualité. Donc, voilà, il y a beaucoup de slides que je vais aller rapidement. Mon objectif ce matin, c'est que vous sortiez d'ici en ayant une meilleure compréhension de ce qu'est les médias substituts, comment on les fait, puis ça répond à qui et pourquoi. Et donc, c'est un peu l'idée ce matin et conclure avec nos deux médias, le livre numérique et la modélisation. Donc voilà pour le plan. Donc, d'entrée de jeu, donc ce qu'est la déficience visuelle, je me suis inspiré un petit peu de la définition de l'AG de l'assurance maladie. Donc, une personne qui est handicapée visuelle, c'est une personne qui va rencontrer des incapacités à lire, à écrire, à se déplacer dans des environnements non familiers. Et évidemment, tout ça pour accomplir des activités liées à ses habitudes de vie. Une des activités importantes, nous, qui nous touche ce matin, c'est l'accès à l'information. Donc, comment on fait pour lire, avoir accès à l'information quand on a une déficience visuelle, quand on est une personne fonctionnellement voyante ou une personne fonctionnellement aveugle? D'abord, ce qui est important de dire, il faut d'abord déterminer le bon mode de communication de la personne. Ça se fait de deux manières. La première, on va aller chercher des données objectives, donc à partir de mesures d'acuité, des mesures de champ. Donc, ce sont deux éléments qui permettent à l'optométriste de statuer. Donc, l'acuité, c'est la capacité, évidemment, de voir les détails au près ou au loin, qui peut être intégré. Et le champ visuel, c'est la capacité, évidemment, d'aller chercher l'information, quel pourcentage d'information on est capable d'aller chercher de manière lorsqu'on fixe un point devant nous horizontalement ou verticalement. Puis évidemment, pour ça, pour tous ceux qui ont déjà goûté aux joies d'un test optométrique, vous avez différentes chartes qui peuvent être utilisées, comme celle-ci à gauche, les fameuses lettres. Hein? On regarde de l'info à 6 mètres, on est placé à 6 mètres, donc on va avoir un rapport de distance au niveau de la lecture au loin de la personne. Donc, par exemple, une personne qui n'a pas d'handicap visuel, qui est à 6 mètres, elle va le percevoir à 6 mètres, alors qu'une personne qui aurait, par exemple, une acuité de 6,60, donc ce qu'une personne normalement percevrait à 60 mètres, la personne handicapée visuelle va le percevoir à 6 mètres. Donc, on parle ici d'un rapport de distance. Tout ça pourquoi? Pour essayer de déterminer quel sera le mode de communication de cette personne-là. Vous allez souvent entendre parler de personnes, de personnes fonctionnellement voyantes, de personnes fonctionnellement aveugles. Une personne fonctionnellement voyante, c'est une personne qui va utiliser les outils de lecture grossissement. Donc, elle va travailler avec différentes aides techniques en grossissement. Et les personnes fonctionnement aveugles, on va travailler d'abord davantage avec des outils du mode de lecture sonore et du mode de lecture braille. Au Québec, il y a environ 130 000 personnes qui sont considérées comme étant handicapées visuelles selon les dernières données de l'OPHQ. Puis ces personnes-là se répartissent dans différents groupes d'âge. Par exemple, à l'Institut Nazareth, en 2011-12, on a, vous voyez la répartition de notre clientèle, par exemple, les 0-17, 7%, 18-64 ans, 30%, 65 ans inclus, 63%. Donc, vous voyez un petit peu comment se répartit cette clientèle-là. Et je vous dirais, c'est pas différent à l'Institut d'ailleurs. Donc, sur l'ensemble du territoire, c'est un peu la même répartition aussi. Auriez-vous l'amabilité juste de répéter rapidement les statistiques parce que je ne peux pas les lire? Oui, attendez une minute, j'ai pété un petit peu trop vite. Donc, 130 000 personnes, plus ou moins selon PHQ, qui auraient des limitations visuelles. De ce nombre-là, elles se répartissent à l'Institut, par exemple, pour les services qu'on a donnés au cours de l'année 2011-2012. 63% pour personnes aînées, même 64, je dirais. 30%, 28,6, 18-64 ans. Et 0,17, 7,6%. Donc, ça vous donne un peu le portrait. Et évidemment, on a une répartition
par territoire, c'est vrai, Montérégie 37, 46 Montréal, Laval 12. C'est normal, quand on a une personne handicapée visuelle, généralement on va s'approcher des grands pôles pour les services. On le voit bien dans le... Tantôt je vous parlais de fonctionnement voyant, fonctionnement aveugle. C'est important de déterminer le mode parce qu'il y a des aides techniques qui vont être utilisées par ces personnes-là. En personne de fonctionnement voyante, donc engrossissement, des loupes, des chirurgie d'écran, télévisionneuses, mais aussi appareils d'enregistrement et d'audition. Personne de fonctionnement aveugle, donc tout ce qui est les outils de lecture sonore, donc le chirurgie d'écran, télévisionneuse aussi, parce que évidemment certaines personnes fonctionnement aveugle ont un résidu de vision. En fait, je vous dirais que c'est la majorité, puisque seulement 10% des gens sont considérés comme étant aveugles total. Donc, on afficheur valeur de notre braille également. Pourquoi tout ça? Ben parce que l'accès à l'information, c'est un enjeu pour nous. Donc, pour ça, ben, il existe des médias substituts. Les médias substituts, c'est quoi? Les médias substituts, c'est à partir d'un document imprimé. On va créer une source qui va être accessible pour les personnes. Au service d'adaptation de l'information aux médias substituts, c'est notre mission. Donc, rendre accessible l'information, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, donc dans différents médias substituts. Donc, le braille, évidemment, le dessin en relief, texte, PDF accessible, caractère agrandi, les vidéos et l'SQ, le livre audio numérique, puis on va parler aussi de modélisation tridimensionnelle tout à l'heure. Généralement, je prends le temps de bien expliquer comment on fait l'adaptation des documents dans les différents modes. Je vais aller vite, surtout au niveau du dessin en relief. Devant le braille c'est génial. Pour une personne qui est privée du sens de la vue, c'est le meilleur moyen d'avoir accès à l'information. Et cette information-là, évidemment, lorsqu'on est privé du sens de la vue, ben, il y a certains éléments qu'on n'aura pas accès à. Quand je pense à l'image, je pense au dessin, je pense au graphique. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le braille pour décrire les éléments, mais on va utiliser aussi le dessin en relief lorsque c'est approprié. Le braille et l'image, en fait, vous dire, un des enjeux, évidemment, quand on fait de la transcription en braille, c'est de décrire les images. Évidemment, un paysage, on va utiliser une note de transcription puis on va décrire l'image, mais en prenant soin à 3 éléments, évidemment, l'interprétation, le langage, la culture. Donc, il faut que ce soit quelque chose de simple, qui va directement au but. Mais il faut faire aussi attention à la dimension culturelle. Je prends toujours mon exemple d'un paysage parce que une personne, un Brésilien, un Nord-Américain, puis un Russe, par exemple, décrira peut-être pas l'image de la même manière. Fait qu'il faut avoir toujours ça en tête quand on fait de l'interprétation, de l'adaptation. Il faut essayer d'être le plus objectif possible, puis d'avoir un niveau de langage que le lecteur puisse bien saisir. Le braille, donc on va analyser le document. À partir de là, on va déterminer quel code braille on va utiliser. Puis évidemment, on va procéder à l'adaptation pour, entre guillemets, faire du braille. Donc on part d'une source imprimée qu'on va numériser. Ensuite, on va encoder. On va utiliser certaines macros, certaines balises qui vont nous permettre après ça de pouvoir adapter. Le technicien braille va reprendre le document, va appliquer les normes, les règles du braille, tout en décrivant les dessins, les éléments visuels. On peut introduire le dessin en relief aussi, on va y venir. Et à ce moment-là, fait le document, lettre par lettre, donc mot par mot, il faut que le document soit le même. On relit le document, on va l'embosser, puis après, évidemment, on va vérifier le contrôle de qualité avant de l'expédier au client. Évidemment, vous connaissez tous un petit peu les petites embosseuses braille. Ben, chez nous, on produit 1 million de pages braille, donc on ne peut pas utiliser ce type d'équipement-là. On va utiliser des embosseuses industrielles. Vous avez notre dernier bébé, la Brailleau S650 SW, qui, à partir d'un gros rouleau, doit peser au moins 300-400 livres, ce rouleau-là, est mis sur l'appareil, sur l'embosseuse. Le tracteur fait dérouler le papier est coupé et compilé sur un convoyeur. On parle quand même d'un équipement de 150 000 $ ici. Un jour, vous avez l'opportunité de venir à l'Institut, on pourra vous les montrer. On va faire circuler le carrefour, oui. On va jouer avec ça. Tout à fait. Oui. Comme ça, on peut partir. Parfait. Puis l'autre à côté, c'est son petit frère, la Brailleau 200, modèle plus petit, mais quand même, on est dans les 50 000 $ aussi.
Puis chez nous, ben, on est chanceux à l'Institut, on a une fondation qui nous donne un gros coup de pouce pour faire l'acquisition notamment de cet équipement-là. Donc, on lui dit un gros merci. Représentation tactile, on va parler du 2D avant le 3D. Donc, il y a différentes stratégies, il y a différents guidelines qu'on va utiliser pour faire la réalisation, l'adaptation de dessins. Le dessin peut être figuratif, ça peut être des cartes géographiques, mais ça peut être aussi des représentations géospatiales. En fait, la même logique s'applique un petit peu pour l'ensemble de ces dessins-là. En fait, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'avoir un dessin qui est le plus possible épuré, simplifié, d'essayer de mettre l'accent sur des éléments dans le dessin pour que la personne puisse bien se le représenter. J'ai par exemple des images, bon, j'ai mon abeille, j'ai mon cheval, mon hibou, donc on va choisir 4-5 éléments du dessin sur lesquels on va mettre l'emphase. Puis la personne, après, va pouvoir explorer et se faire une représentation. Évidemment, ces habiletés-là, on doit apprendre à toucher. Et c'est très important que ça se fasse évidemment avec une bonne mise en contexte. Puis, il faut vraiment en explorer beaucoup pour développer ces habiletés-là. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de reconnaître les choses. Donc, vous avez des dessins, ça peut être des formes. Donc, on va faire circuler aussi la classe biologique. On a travaillé beaucoup. S'il y a quelque chose d'abstrait, je ne sais pas moi, le cœur humain, donc ici vous avez un crâne, donc avec les différents ossements. Donc, on a voulu faire un outil en 2D qui permet aux personnes de conceptualiser tout ça. Donc, ça a été un beau défi. C'est disponible au comptoir des ventes de l'Institut. Ça va circuler aussi. Vous voulez dire que ça n'existait pas avant? Il n'y a pas de classe biologique en dessin en relief comme ça, non. Donc, c'est tout nouveau. On a fait un peu la même chose pour ce qui est de la classe géographique. Il y a de cela 2-3 ans, on a réalisé une classe géographique dans laquelle vous avez plusieurs pays du monde qui sont représentés, qui va circuler à l'instant. Les cartes, c'est un défi. Hein? Le monde est vaste. Il y a 3 techniques qu'on va utiliser quand on fait des cartes géographiques: l'agrandissement, l'éclatement et la décomposition. Donc, on part toujours de notre carte générale. Par exemple, ici, vous avez la carte du monde. Donc, si on veut, par exemple, mettre le focus sur l'Australie, on va isoler dans notre grande carte du monde, faire un encadré l'Australie, puis dans la page suivante, c'est cette carte-là qui va être reprise. Donc, le principe de l'agrandissement. Même règle qu'au niveau du dessin figuratif, donc on essaie de ne pas avoir beaucoup de textures, des textures qui veulent dire quelque chose facilement repérable et simplifier évidemment l'information. On essaie de ne pas surcharger, c'est une des clés du succès. Comme la classe géographique, est-ce que vous avez une mise à jour? On n'a pas prévu faire une mise à jour, mais nécessairement un jour on va pouvoir le faire parce que les frontières bougent vite, surtout actuellement. Mais effectivement, on a essayé d'aller général aussi. Mais non, mais déjà, c'est On l'a fait en 2010, 2009. Fait que c'est sûr qu'il y a déjà des choses qui ont bougé. Ouais. Mais effectivement, il y a sûrement des ajustements à prévoir. Ça, les couleurs, les personnes ne peuvent pas les voir. Ça. Ici, non. On est dans l'embossage vectoriel. Donc, c'est sur un papier braille. Et effectivement, notre public, c'est les personnes aveugles. Dans ces cas-là, au niveau du dessin en relief, on n'utilisait pas la technique du thermogonflage, mais celle plutôt de l'embossage vectoriel pour diminuer les coûts et faire en sorte que ce soit accessible à moindre coût pour le plus grand nombre possible de personnes. Éclatement, éclatement, c'est qu'on va prendre la carte du monde, on va la diviser par exemple en 6 sections, puis dans les pages suivantes, chacune de ces régions-là vont être prises. La technique de la décomposition, surtout pour nos étudiants, hein, quand exemple on prend la carte du Canada, il va y avoir les ressources naturelles, la population, les industries, souvent les personnes voyantes, ils ont tout ça sur la même carte, donc c'est impensable quand on ne voit pas, donc il faut nous décomposer, donc on va faire une carte par thème, donc la personne va avoir plusieurs fois la même carte, mais c'est ce qui fait aussi que la personne est en mesure après d'avoir accès à l'information.
Vous avez d'autres exemples, la légende évidemment. Donc ce qu'on essaie quand on fait du dessin, c'est toujours utiliser les mêmes symboles. Donc que vous preniez un document qui sort de chez nous, vous allez toujours avoir un peu les mêmes textures qui veulent dire les mêmes choses, les mêmes symboles. On essaie de garder cette logique-là pour faciliter la lecture. On fait aussi, utilise beaucoup la technique du dessin en relief pour faire des représentations géospatiales. Donc ça peut être des endroits, des lieux, des centres d'achat, des terminus d'autobus. Dans ce cas-là, on a fait un gros projet avec STM. Donc, chacune des stations de métro a été adaptée en dessin tactile. Là, vous allez voir la technique du thermogonflage. Là, on peut voir un peu. Donc, l'idée à travers ça, évidemment, encore là, c'est d'y aller par étapes. Donc, on part de la sortie extérieure, de l'environnement extérieur, l'éticule, le changeur, les différents niveaux. Puis tout ça est décortiqué avec des cartes pour que le voyageur puisse se faire une conception géospatiale avant d'entreprendre son voyage. Toutes les stations de métro ont été faites, donc ces documents-là sont disponibles à l'Institut, vous pouvez venir les consulter. Ils sont utilisés aussi par les intervenants. Ça peut être très intéressant des fois quand on veut comprendre la station, comment elle est faite. Donc, c'est des beaux outils. Donc, dans les représentations aussi, il y a tout ce qui est mathématiques, les graphiques, les cartes. Donc, on va aller vite, mais c'est une technique aussi qu'on va utiliser pour faire ça. L'embossage vectoriel, j'en ai parlé. Notre acclage géographique, c'est avec cette technique-là. Donc, on utilise le papier braille conventionnel. Et évidemment, on peut faire des formes, des ronds, des textures. On peut mettre 5 niveaux d'intensité de points, ce qui fait que les personnes ont quelque chose qui est connu entre les mains, en soit le papier braille. En moyenne, ça prend combien de temps apprendre le braille? Le braille, c'est beaucoup de temps. À tous les jours. En fait, c'est comme n'importe quel autre apprentissage, il faut mettre au moins une demi-heure par jour minimum. Pendant 50 ans? Pendant 10 ans. Il n'y a pas de faire ça, là. Il n'y a pas de faire ça. Non. Après ça, c'est la vitesse. On va plus vite, plus vite, plus vite. C'est comme la musique, hein? C'est comme la musique, c'est un bon exemple. Le e-text nous permet de réorganiser l'information pour les personnes handicapées visuelles. Donc, on part d'un document imprimé normal, on va l'épurer, donc on va, et après ça, appliquer certaines normes qui permettent à la personne d'utiliser son logiciel de revue d'écran, par exemple JAWS, puis d'avoir accès à l'information. Dans ce cas-là, on peut rencontrer des formulaires, donc on va mettre des zones précises où la personne va pouvoir taper le texte, on va décrire les images, donc c'est un peu comme le braille. Il faut toujours penser qu'on le fait pour une personne qui est privée du sens de la vue. Donc, vous avez un document, par exemple, du gouvernement du Canada ici. Donc, ça, vous avez la version originale, la version adaptée. Donc, vous voyez, ce qui prenait une page en prend 2, mais quand même, toute l'information est réorganisée de manière intelligible pour que l'utilisateur de la synthèse vocale puisse l'utiliser efficacement. Il y a des défi les organigrammes. Il n'y a rien de pire qu'un organigramme avec des flèches et pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Puis, plus notre organisation est grosse, je pense à l'Auto-Québec par exemple, il y a tout un organigramme là-dedans, on utiliserait la technique de la hiérarchisation. Donc à ce moment-là, d'abord nous, il faut comprendre l'organigramme, c'est déjà une grosse affaire. Puis après ça, on va réorganiser l'information en hiérarchisant les événements à l'intérieur. Donc ça, c'est un beau défi d'adaptation. Le PDF accessible. Le PDF accessible, c'est de plus en plus discuté actuellement. Donc, le Conseil du Trésor a adopté en 2011 des normes sur l'accessibilité des documents électroniques, entre autres le PDF. Il y a deux types de PDF. Il y a le PDF accessible qui conserve la facture visuelle et le PDF de rechange. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le PDF accessible, l'avantage qui conserve la facture visuelle, c'est que le webmaster a une seule version à gérer sur son site web. C'est un peu la même idée qu'un e-text, c'est-à-dire que le lecteur avec l'utilisateur avec le logiciel de revue d'écran peut avoir accès à l'information. Nous, on va travailler en arrière du document au niveau du code source pour faire en sorte que l'adaptation fonctionne bien dans cet environnement-là. C'est très long à produire, c'est très coûteux, mais ça conserve la facture visuelle, un seul document, donc c'est un produit qui est intéressant. La solution de rechange, qui est le PDF de rechange, entre guillemets, lui, de son côté, va ressembler davantage à un e-text. C'est un PDF, mais va ressembler à un e-text, qui est un format qui est très connu par les personnes utilisateurs de logiciels de revue d'écran. Et à ce moment-là, l'information est présentée un peu comme dans un e-text,
Le désavantage du WebMess, c'est qu'il y a deux versions à gérer sur son site. Une du PDF original, à monsieur, madame, tout le monde, et l'autre qui est son PDF de rechange. Des fois, pour certains, ça peut être agaçant. Par contre, la navigation est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour l'utilisateur. L'accès à l'information y est meilleur, exige moins de temps, moins de coûts. Ça, c'est l'accessible ou l'autre? Ça, c'est celui de rechange. Ah, Les deux sont accessibles. Les deux répondent aux normes du ministère, du Conseil du Trésor. Par contre, selon le client, on va regarder avec lui et on va lui expliquer les avantages et les inconvénients de chacun des modèles, puis après, ben, le choix lui appartient. puis comment, quand vous dites ça, ça veut dire que c'est offert aux personnes? Parce que moi, les documents PDF que je reçois, je suis pas capable de les... Nous, on est en quelque sorte un producteur. Donc, Ah, ok. évidemment, on a des clients partout. En fait, ça serait de dire à la personne qui vous a fourni le document, ben, de nous appeler, puis on peut lui proposer des solutions bien simples, Ah, puis qui d'accord. va faire en sorte que vous allez avoir accès à l'information. D'accord. Caractère agrandi, je passe par-dessus. Je vous rappelle simplement quelques principes. Donc, la taille de la police, le caractère, le choix des couleurs. Des lignes. Au kiosque de l'Institut, on a préparé un petit guide qui est vraiment bien fait, très simplifié, qui donne des guidelines pour la réalisation de documents à caractère agrandi. Le caractère agrandi, évidemment, il va agrandir le texte, mais il y a aussi des dessins. Vous avez, d'ailleurs, vous pourrez aller voir aussi au kiosque, il y a le livre Être aux oiseaux qui permet justement d'avoir certains chants d'oiseaux avec un texte explicatif. Puis vous avez une adaptation à caractère agrandi qui respecte les normes. Donc vous pourrez constater. Je crois qu'on l'avait-tu emmené celui-là, Marc? Non? Il est au Il est au kiosque. kiosque. Présentement, il y a le projet Espace à toucher qui est en train de circuler. Espace à toucher. Donc, hein, on avait travaillé entre autres sur des ateliers d'astronomie. Donc, c'est pas simple, hein, les planètes, les constellations et tout et tout. Donc, évidemment, un peu comme le dessin en relief, on essaie d'épurer, on met l'emphase sur des accents, des éléments dans le dessin. Puis, ça nous donne un peu ceci, là, comme vous voyez, là, la planète de Mars. Vidéo LSQ. Je passe vite par-dessus aussi, mais vous dire quand même qu'on est en mesure de produire des vidéos LSQ, donc avec un interprète gestuel. Donc, on est capable de, évidemment, on va filmer cette personne-là, puis en même temps, on va mettre le texte en évidence dans le document, puis la personne qui utilise le LSQ à ce moment-là peut avoir accès à l'information. Je vais peut-être, si j'ai du temps, enfin vous montrer à quoi ressemble une vidéo LSQ. Mais je veux quand même qu'on prenne le temps, comme il faut, de parler de livres numériques en voie de synthèse et de modélisation. Alors, qu'est-ce que le livre numérique en voie de synthèse? Bien, le livre numérique comme tel existe depuis longtemps. Par contre, nous, ce qu'on a voulu, c'est trouver un moyen de substituer à l'enregistrement studio. Donc, on utilise des voix de synthèse, des voix d'a cappella. Et on va, à ce moment-là, réussir à créer un document numérique qui utilise ces voies-là. Pour nous, on estime que c'est le média de l'avenir, dans le sens où, à partir de cette source-là, vous êtes capable de l'utiliser tout simplement en audio, avec des appareils dédiés comme le Victor Stream, le Victor Reader. Mais vous pouvez aussi avoir accès à l'information à l'écran. Donc, vous allez avoir le texte, puis vous pouvez mettre en évidence certains éléments dans le texte, par exemple des mots, paragraphes, des phrases, des blocs de texte. Donc, et vous pouvez les agrandir, diminuer. Donc, les personnes aussi qui utilisent le caractère agrandi, ça devient très intéressant ce média-là pour eux. Et les utilisateurs de plage tactile Braille, ben, ils peuvent eux aussi lire en même temps sur leur afficheur et avoir la rétroaction verbale du document. C'est un peu la totale, finalement, ce produit-là. C'est pas très coûteux à faire, considérant tous les avantages que ça peut avoir. Oui. C'est avec un logiciel qui reconnaît le format DAISY ou si Oui, c'est avec... ça peut être DAISY, effectivement. Marc va vous faire une petite présentation. Puis ce logiciel-là aussi, on peut l'utiliser avec d'autres logiciels. Par exemple, le logiciel AMI. Donc, les personnes qui ont des troubles de lecture aussi, comme vous allez voir, le document tantôt, on peut mettre des éléments en évidence. Donc, ce qui fait aussi qu'une personne qui a un trouble de lecture, en même temps, elle voit l'information, puis elle peut l'entendre. Donc, au niveau, ce qu'on nous dit au niveau des données probantes, c'est un gain très important pour cette clientèle-là. Donc, c'est un produit qu'on a développé à la base pour les personnes handicapées visuelles, mais qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel immense
pour les gens qui ont d'autres difficultés, entre autres les troubles de lecture. Puis quel logiciel suggères-tu de Je télécharger? laisse Marc vous parler de tout ça. Il va vous faire une belle démonstration. Ok. Est-ce que c'est des accents chinois Des accents chinois. dans les voix synthétiques? Ah non, vous allez voir, c'est beau, c'est beau. Attendez, là, je vais tout fermer, Marc. Tiens, je te laisse prendre le contrôle de l'ordinateur. C'est bon. Alors, le processus de création de livres en voie de synthèse, c'est un processus qui est toujours en évolution. Dans le sens que ce sont des voies de synthèse. Hein. On fait des recherches technologiques pour s'assurer qu'on est toujours à la fine pointe de la technologie, pour s'assurer d'avoir ce qu'il y a de mieux en matière de synthèse vocale. Une synthèse vocale, parfois, hein, si vous êtes des utilisateurs de revues d'écran, de logiciels de grossissement que vous lisez avec une synthèse vocale, ça peut avoir tendance à prononcer certains mots d'une façon un peu particulière. Alors, nous, à chaque fois qu'on crée un livre numérique, on a nos opérateurs en informatique qui, lorsqu'ils rencontrent un mot qui est mal prononcé par la synthèse vocale, l'entre dans une base de données qu'on appelle notre dictionnaire. Et dans le futur, à chaque fois que ce mot-là est rencontré à nouveau, il va être prononcé correctement. On dit que souvent une image vaut 1000 mots, mais dans ce cas-ci, je crois qu'un extrait audio va valoir 1000 mots. Alors, peut-être juste un petit exemple pour illustrer ce que Marc a dit. On a travaillé sur un gros projet avec la STM pour adapter toutes les machines, les sonorités dans les machines distributrices de titres de transport avec ce procédé d'encodage. Un exemple d'un dictionnaire, la carte opus. Une synthèse vocale, normalement, va vous dire opus. STM ne voulait pas ça. nous autres non plus. Nous autres, non. D'accord, on a travaillé sur ce mot-là pour qu'il sonne opus, puis après, ben, maintenant, il est dans notre dictionnaire, puis à chaque fois que l'événement est rencontré, le mot est Bienvenue. comme il faut. Dépistage prénatal de la trisomie. Alors, on peut produire plusieurs types de documents. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous montrer un peu ce qu'il y a dans le catalogue de ce que j'ai dans mon appareil, qui donne une idée de ce qu'on peut produire avec ce format audio numérique-là. Catalogue. Livre parlé. 9. Livre. 9. Programme québécois de dépistage prénatal de la trisomie 21. 1. La démarche de plainte. Logo du centre de santé et de services sociaux de Jonquière. 2. Le temps qui nous presse. Ralentir pour mieux ressentir. Alain Dumas. Alors, la voix masculine que vous entendez, elle s'appelle Bruno. C'est produit par une compagnie européenne qui s'appelle Acapella. On utilise principalement en français deux voix, celle d'Alice, qui est notre voix féminine, et celle de Bruno. Alors, je vous donne une idée à quoi ressemble la voix de Bruno. Cette page est blanche. Page 73, la radio. Dans mon enfance, la radio occupait une grande place à la maison. CKC régnait, ma mère gardait toujours le poste allumé. De nature extrovertie et nerveuse, ma mère, qui aimait faire plein de choses à la fois, vaquait à ses différentes tâches ménagères, avec la tête captivée par Suzanne Lévesque qui, notamment, racontait sur les ondes ses aventures familiales avec son fils. Alors, un des avantages de ça, c'est une voix synthétique. Alors, si on décide d'augmenter la vitesse, la voix ou le texte va demeurer très compréhensible. On va donner un exemple. Il est d'une vieille Vitesse. que ce média. Rien à voir avec la télé. J'étais charmé par les voix, le rythme, la musique et les idées. J'ai ainsi caressé pendant toute mon enfance le rêve de faire de la radio et, évidemment, mon objectif ultime était CJSO, la station. Alors, ça, c'est un avantage d'une voix synthétique. Volume. Ça. 13. Ce qui est quand même, Vitesse. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais C'est nettement mieux que ce qu'on avait il y a un an ou deux. oui, puis ça va bien des lecteurs aussi. Oui. L'école de Ah, vitesse est très rapide, l'articulation. Volume. Volume. On peut la réduire aussi. Oui. Volume. La réduire. Vitesse. Vous devriez la mettre dans les caisses populaires, Vitesse. les guichets de caisses Ouais. populaires. Nous autres, on est prêts à la mettre partout où il veut. De ce rêve. Mais déjà, dans STM, c'est via la réalité, tout ça. Donc, ça, c'est ce procédé-là qui est À utilisé. l'âge de près Volume. de 13 ans, alors en deuxième secondaire, je me ralentir servais de aussi. CJSO pour mes espiègleries. Une émission de soirée diffusait les succès disco de l'heure. Un des avantages aussi que ça nous permet de faire, c'est d'utiliser les fonctions les plus avancées des lecteurs de livres audio numériques, comme par exemple le Victor Reader Stream ou le Plextalk.
On peut faire des recherches textuelles parce que nos documents qu'on produit ont toujours la version audio, mais ont aussi une version textuelle qui peut être lue par le lecteur de livres numériques. Et c'est possible de faire une recherche textuelle dans le document. On va retrouver un Catalogue. autre document. Livre parlé. 9. Livre. 2. 9. Pro- 1. La démarche de plainte. 9. Programme québécois de dépistage prénatal de la trisomie 21. Vitesse. Vitesse. 0. Poursuivre la grossesse et vous préparer à être parent d'un enfant. Audio synthèse vocale. Alors, si on est plus ou moins familier avec la voix de synthèse qu'on fournit et qu'on est plus familier avec la voix de l'appareil en tant que tel, qui est incluse dans l'appareil, on peut se faire lire le texte dans la voix qui vient avec notre appareil de lecture. Poursuivre la grossesse et vous préparer à être parent d'un enfant présentant la trisomie 21. Interrompre la grossesse et vivre le deuil qui l'accompagne. Placer. Par exemple, si je voudrais faire une recherche pour le mot chromosome dans le texte sur la trisomie 21, ce serait très possible. Allez à la page. Allez au titre. Rechercher. C. Je tape le caractère que je veux. H. Q. Q. R. O. Alors, j'ai tapé les 4 premières lettres du mot chromosome. Alors, je vais appuyer sur Play Stop pour me rendre à la première occurrence du mot chromosome qui va être trouvé dans le texte. Fin du livre. Bon. Chromosomique viable la plus fréquente. La personne trisomique possède un troisième Et je peux chromosome à la naviguer d'une 21e occurrence du paire. mot Elle a alors. donc 40 chromosomiques. La probabilité d'avoir chromosome. Elle permet de déterminer si oui ou non le petit. Et là, tu es avec la synthèse. Oui, quand on utilise la recherche textuelle, il faut utiliser la synthèse vocale qui est à même l'appareil. Et si je reviens à la même question que Allez-y. tout à l'heure, Marc, est-ce que si tu utilises ce même livre en format DAISY avec la voix d'Acapella, est-ce que tu peux l'utiliser avec un logiciel sur ton ordinateur et donc avoir les 3 modes? J'y arrive tout de suite. C'est la prochaine étape. Ok, excuse. Oui, il n'y a pas de problème. Non, c'est une excellente question. Nous, on travaille beaucoup avec le logiciel qui s'appelle AMI, A-M-I-S, vous pouvez l'appeler AMIS, je ne sais pas exactement c'est quoi la meilleure façon de le prononcer. Alors, je vais démarrer le logiciel AMI. Ami. Entrée. Comme tantôt, vous avez entendu Chaque le document sur la barre de navigation à l'eau politique. Ces documents-là, 1075. Je voudrais pas que vous parliez d'eux en même temps. c'est ça. Allez-y. En fait, je veux juste vous dire, ces documents-là sont de plus en plus utilisés par nos partenaires, nos clients, entre autres, les organismes gouvernementaux. Donc, Trisomie 21 qui est circulé, c'était fait en voie de synthèse. Il y en a eu d'autres, des documents faits pour le DSQ. Donc, différents documents qu'on a réalisés avec cette voie-là. Donc, puis même, si vous avez reçu le dernier info usager de l'Institut Nazareth, on utilise maintenant cette technique-là aussi, donc, que Marc va vous présenter. Alors, le logiciel AMI, dans le fond, est un logiciel qui permet de faire la lecture de documents en format DAISY. Ça peut être les documents que nous, on produit, mais d'autres documents que vous empruntez, par exemple, au SQLA, peuvent être lus avec ce logiciel-là, qui est un logiciel open source, qui est offert, comme Tommy vous le disait, gratuitement. L'avantage de notre format, c'est qu'il est un peu multimodal, en ce sens qu'on a bien sûr l'audio, mais on a aussi le texte qui apparaît à l'écran et qui est surligné au fur et à mesure où la lecture se fait. Alors, je vais le démarrer pour nous donner un exemple. Chemin Sainte-Foy, 4e étage. Québec, Québec, G1, S2, M1. Dépôt légal. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012. Bibliothèque et Archives Canada, 2000. Tout droit réservé. La reproduction. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilité. Alors, ça nous donne un peu un exemple de ce que c'est possible de faire. Quelqu'un qui aurait des problématiques visuelles aussi, il y a moyen d'agrandir la police. Il y a moyen de modifier le surlignement du document. Fichier. Alt F. Menu. Ouvrir l'URL. U. CTRL U.
Ouvrir une publication DAISY depuis une URL. Je vais vous donner une petite idée des fonctions qui sont Fichier. disponibles. Alt Ça, F. Visualiser. Vue basique. Style de Grand Police. G. Grande Police. Utilisation à des fins personnelles, d'études privées ou Pause. Alors, les possibilités avec ça sont pas mal infinies aussi. Et pour vous donner une autre idée aussi, si on ne veut pas utiliser un logiciel de lecture DAISY, les documents qu'on produit viennent toujours avec une version textuelle qui est sauvegardée en format HTML de nos documents. Je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler si on veut les utiliser avec un lecteur d'écran. J'ai débranché le son le temps que j'ouvre le document pour ne pas vous importuner avec des... Ah, voilà. Puis ça s'ouvre évidemment avec l'explorateur Internet Explorer ou Firefox, selon ce que vous préférez utiliser. Un titre de niveau, un programme québécois de Et dépistage on peut prédateur. se faire lire le même texte avec notre logiciel de revue d'écran avec lequel on est habitué. Titre de niveau 1, programme québécois de dépistage prénatal de la trisomie 21. Titre de niveau 1 à propos de... Ça, c'est le chinois? Ouais, ça, c'est les voix qui sont peut-être les plus répandues. Ça, on n'a pas de contrôle, dans le fond, sur ces voix-là parce que c'est celles qui sont comprises avec le logiciel que l'usager utilise pour avoir accès à l'information sur son ordinateur. Ça peut être JAWS, ça peut être Windows, ça peut être ZoomText. Et l'avantage aussi de ça, c'est que les touches de raccourci avec lesquelles on est habitué de naviguer sur Internet fonctionnent. Donc, je peux appuyer sur T pour naviguer d'un titre à l'autre. Titre de niveau 1, programme québécois de dépistage prénatal de la trisomie 21. Titre de niveau 1 à propos de ce document numérique. Si j'avais des liens, je pourrais utiliser par exemple l'insert F7 pour avoir ma liste de liens, par exemple d'une table des matières et me rendre directement à la portion de texte à laquelle j'ai besoin d'accéder. Donc, c'est vraiment un format qui est multimodal, qui permet plusieurs façons d'accéder à l'information dans un seul format et qui peut répondre à différentes clientèles, non seulement les personnes qui ont un handicap visuel, mais aussi les gens qui ont, par exemple, des troubles cognitifs. Donc, c'est un format, je crois, qui a du potentiel, qui est toujours en développement. Je crois qu'à chaque livre qu'on produit, notre technique s'améliore et le produit, personnellement, je trouve qu'il est déjà très bien, mais on travaille toujours à l'amélioration en faisant des recherches pour s'assurer qu'on est toujours à la fine pointe de la technologie. Le format multimodal, vous appelez ça? En ce sens multimodal, c'est que c'est pas seulement un format qui est audio, ça peut être un format aussi qui peut être texte, comme je viens de le démontrer dans Internet Explorer, qui peut aussi être surligné dans un logiciel de lecture DAISY. Donc, plage tactile braille branché. C'est un format DAISY, ça. Vous appelez ça comment? Format Parce que DAISY. moi, je vais appeler pour avoir plus de réponses, pour ne pas vous déranger tout le temps. Et comment je dois appeler ça, là? nous, on appelle ça on appelle ça le DAISY Plain Text. Plain texte. DAISY, Faux on texte. n'a pas été chercher Mais ça loin. ma question c'était, bon, quand vous produisez du plein texte, Oui. à utiliser avec une synthèse vocale, ou du braille, ou du grossissement, Oui. dans le fond, le seul avantage d'avoir du DAISY, puis c'est un gros avantage en passant, là, mais c'est pour protéger les droits d'auteur. Parce que sinon, on ferait tout simplement un format texte TXT ordinaire. Ben, droit d'auteur, mais aussi la navigation. Mais la navigation, si on la fait avec Jazz, puis qu'on fait un mot, on recherche un mot-clé, on recherche... Format audio. N'oublie pas que tu as le format audio là-dedans. Donc, c'est ça les avantages aussi. Parce que le format TXT qu'on met sur notre lecteur stream, puis qu'on fait une recherche... Tu n'as pas la même qualité sonore du tout. Ben, tu utilises quand même la synthèse vocale de Virginie, tu ne peux pas utiliser Acapella pour faire une recherche par mot. On l'a montré tantôt. Le premier livre qu'on a fait, c'est parce que là, peut-être ça a mêlé les gens, mais le premier document que Marc vous a montré était avec la voix d'Acapella. Et ce que Marc il vous disait, vous pouvez utiliser, si vous n'aimez pas notre enregistrement audio, vous pouvez utiliser la voix du Oui, mais fournisseur. il a également dit que si on veut faire une recherche par mot, qu'il faut absolument utiliser Virginie. Par contre, on peut repasser rapidement en appuyant sur une simple touche à la voix de synthèse vocale qui va nous ramener au même endroit aussi. C'est vraiment la qualité de lecture qui est exceptionnelle. Mais là, pourquoi on avait une belle voix tantôt, je suis plus comme Bruno, là, pourquoi que ça a passé à l'autre chinois? Ah oui,
Parce que C'est ça, c'est pour faire de la recherche. c'est pour démontrer, on peut utiliser Bruno aussi longtemps qu'on veut, mais si par exemple on est dans une situation, qu'on est un étudiant, qu'on est dans un cours et que ça nous prend et à la fois la version braille, la version... Tout est possible. Tout est possible. C'est vraiment la flexibilité qui était intéressante avec ça. Là, est-ce que c'est disponible ou c'est en voie 2? Ah non, on en produit déjà. On en produit. Beaucoup, mais parce que, les coûts sont beaucoup moindres qu'aller en cabine. C'est ça qui est intéressant aussi pour les gens. La qualité, vous l'avez entendu, la qualité est très proche d'une voix humide. Absolument. Puis, donc, c'est la vitesse de production qui est augmentée, les coûts sont diminués. C'est ça qui est intéressant aussi pour le client. Et pour se procurer ce format-là, est-ce que c'est au Service québécois du livre adapté? Chez nous. C'est directement chez vous? Chez vous, c'est INLP? Oui. Et on les achète ou vous devenez un service de C'est un service. C'est un service, dans le fond, à partir du document, on va adapter le document. Il y a des coûts, évidemment, liés à tout ça. Okay. Mais vous n'êtes pas un service de bibliothèque, vous êtes un service de production pour acheter. Mais des coûts, ça veut dire que c'est le client qui l'assume? Oui. Peut-être, on est un peu bousculé par le temps, puis je m'en voudrais de ne pas vous parler de notre bébé. En fait, actuellement, on a fait l'acquisition dernièrement d'équipements qui nous permettent de faire de la modélisation tridimensionnelle. Nous, on pense que c'est une belle solution pour les personnes handicapées visuelles, notamment les personnes aveugles, utilisateurs de braille, entre autres. En fait, ce que c'est qu'à partir d'un logiciel, on va créer des documents en 3D. Tantôt, on a parlé du 2D, donc on est sur une surface plate, alors que le 3D, on va pouvoir prendre l'objet, le manipuler, et évidemment, pour bien comprendre ça. Ça nous offre de nouvelles opportunités. Je vais faire circuler, entre autres, 2 objets qu'on a fabriqués récemment. Un dé en braille qui a 20 faces, puis l'autre, c'est pour vous, mesdames, un petit bracelet. Donc, dans le fond, c'est pour vous montrer qu'avec cet équipement-là, on est capable de produire des choses vraiment extraordinaires. Donc, évidemment, là, on est à la phase d'expérimentation, on est à la phase de recherche de projets, on est à la recherche d'idées. Une idée qui m'a été suggérée pas plus tard qu'hier, on disait, pourquoi pas un casse-tête? Un jeune qui ne voit pas, qui est aveugle, les casse-têtes en magasin, c'est toute une surface lisse, fait que ça ne veut pas dire grand-chose. Alors qu'on pourrait peut-être créer un casse-tête de, je sais pas moi, 10, 20, 30 morceaux qui serait en relief, avec une image en relief 2D, mais avec des morceaux à imbriquer. Donc, ce qu'on est un petit peu à la recherche actuellement, c'est d'idées. Puis, dans le fond, nous, il n'y a pas vraiment de limite parce qu'on crée les images à partir d'un dessin en 3D. Je serais peut-être, Marc, vous parler un petit peu plus du procédé, comment on fait ça. Marc? Alors, c'est un processus qui commence par le dessin. Il faut dessiner la pièce qu'on veut faire créer en 3 dimensions. Et pour la créer, on utilise un logiciel de dessin sur ordinateur qui permet de faire justement de la conception tridimensionnelle. Une fois que le dessin est créé, c'est envoyé sur ce qu'on appelle une imprimante tridimensionnelle. L'imprimante fonctionne, sa source de conception, ce sont des bobines de plastique. Et les bobines de plastique sont déployées dans une espèce de petit ascenseur, ça ressemble un peu la forme d'un ascenseur, qui se promène et qui chauffe, fait fondre le plastique et permet de le mouler selon la forme qui aurait été dessinée préalablement sur l'ordinateur. C'est très précis, ça te permet de faire des pièces au millimètre près. Il y a des dentistes qui font des dents avec ça. Oh oui. Ben, les ingénieurs, quand ils fabriquent des pièces pour des voitures, des avions, peu importe, souvent ils vont utiliser ce type de technologie-là pour d'abord mouler la pièce pour s'assurer que c'est la bonne. Sauf que c'était pas très accessible pour les bourses de monsieur et madame tout le monde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les coûts d'acquisition des équipements ont diminué. Puis, nous, on pense qu'il y a un potentiel au niveau d'adaptation, que ce soit de jeux, d'objets, je pense à l'école, il y a peut-être des choses, des idées qui pourraient émerger, qu'on pourrait actualiser, des maquettes. Effectivement, il n'y a pas... Rendu là, il n'y a plus de limite. En fait, c'est des idées. Puis, évidemment, si vous en avez 10 plus, ça nous ferait plaisir de pouvoir mettre en branle
différents projets. On est à l'étape de la cueillette des idées actuellement. On en reçoit, puis on va les analyser, puis c'est certain qu'on va les mettre là-dedans. Un GPS. On va un GPS, je pense pas que c'est ça l'objectif, là. Mais c'est vraiment des pièces, vous allez voir peut-être, vous allez mieux comprendre. Entre autres, le dé, comme vous avez vu, on peut mettre du braille dessus. Donc, peut-être des objets, des choses qu'on va pouvoir adapter maintenant avec ce procédé-là. Est-ce que l'INLB s'est procuré cette imprimante? Tout à fait. Ah, Les oui. objets qui circulent, on les a fait cette semaine. Ah oui. Vous allez voir. Puis combien ça va coûter cette imprimante? Ben, l'imprimante, c'est pas très dispendieux parce que c'est un modèle qui n'est pas industriel. C'est un modèle pour le public en général. Ça vaut environ 3 000 $. Mais le logiciel de dessin, à lui seul, coûte 4 500 $. C'est quand même. Puis après, il faut acheter, comme Marc disait, des bobines de plastique qui vont être fondues, réchauffées pour donner la forme à l'objet. Est-ce qu'au niveau d'une adaptation, tu as mis pour l'accès à la culture dans les musées, des choses comme ça? Il y a du potentiel, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je suis certain qu'il y a des idées. Il s'agit juste que les gens y réfléchissent, y penchent. Effectivement. C'est quoi le logiciel que vous utilisez? 3D Studio. 3D Studio, oui. C'est un logiciel de dessin. Il est vraiment bien. Il est très cher. C'est une autre affaire. Mais c'est long. L'étape la plus longue, c'est de dessiner. Un dé comme celui qui circule, on parle quand même d'un bon 35 heures de dessin avant d'arriver à ça. Ouais. Là-dedans, il va y avoir des essais-erreurs après, au moment de la conception de la pièce. Donc, c'est de construire le premier que les coûts, je vous dirais, sont élevés, mais après, on va produire les objets. La machine qu'on a achetée, évidemment, c'est pas une machine industrielle, donc c'est long au niveau du temps de production. Le dé a pris 6 heures, je crois. C'est quand même... on va pas faire de production de masse, là, mais... Quand vous dites dessin, ça veut dire que vous n'auriez pas pu prendre une photo du dé? Avec les logiciels, maintenant, on peut prendre une photo d'un objet, puis après ça, le logiciel va le refaire en 3D. C'est rendu fou comme ça. On dépose un objet à plat sur une espèce de numériseur, puis il va scanner une image, puis il va la remettre en 3D. Après, tout ce qui nous reste, c'est la retravailler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que vous touchez au niveau du dé, touchez à l'extérieur, mais pour que ça se tienne tout ça ensemble, il y a d'autres parties à l'intérieur qui font en sorte que... Donc, il faut autant que concevoir l'extérieur, ce qu'on va pouvoir palper, que ce qui est à l'intérieur pour que tout ça puisse tenir ensemble. C'est pour ça que ça prend quand même un certain temps. J'ai une question. Est-ce que vous le faites à partir d'un dessin? Est-ce que vous pouvez le faire à partir d'une photo d'une personne? D'un visage? C'est ce qui est dans le cinéma, on le voit souvent. Là, c'est avec des sensors et des numériseurs. Puis là, après, l'ordi va capter ça. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment pas celui-là. Nous, c'est plutôt de rester au niveau d'objets qui peut être utile pour une personne aveugle, qu'on pourrait adapter. Mais effectivement, la technologie aujourd'hui, comme je donnais mon exemple, la pièce qui est mise sur le numériseur, qui scanne, puis qu'après, il fait déjà une première proposition de dessin qu'on va bonifier, mais c'est un objet ou un... C'est la même chose. C'est la même chose. OK. C'est ça. C'est bon. Bon, on pourrait faire, Marc. Une figure de... Ça ne permet pas de concevoir des pièces assez grandes. Non, il y a des limites, c'est vrai qu'il y a des limites d'espace. Vous avez un public qui a trop d'imagination. Oui, je pense que oui. Tant mieux. Ben voilà, peut-être juste vous avez une ou deux questions avant de conclure ou... Sinon, on va vous souhaiter un bon dîner tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos conférenciers, Marc Saint-Onge et Tommy Théberge de l'INLB. Merci à nos commanditaires, Humanware et Canadialogue.